Il serait difficile d'imaginer le monde moderne sans le moteur à combustion interne. En effet, il équipe un nombre incalculable de machines, y compris la voiture, bien sûr. C'est grâce à l'invention du moteur qu'on a pu concevoir la voiture. Le principe du moteur est très simple. C'est le principe du canon. Le carburant explosif expulse l'obus du cylindre. Voici un mortier de feu d'artifice qui expulsera cet obus cylindrique. La poudre servira de carburant explosif. Le moteur à combustion interne est identique, sauf qu'il dispose d'un piston d'admission au lieu d'un obus et qu'il utilise des gaz explosifs au lieu de la poudre. Bien que l'idée soit très simple, il n'a pas été facile de maîtriser la violente énergie que produisent ces milliers d'explosions par minute. Durant cette émission, je vais examiner cet incroyable engin et son carburant. Presque tous les moteurs à combustion interne utilisent un carburant à base de pétrole brut. Par endroits, celui-ci monte naturellement à la surface du sol. On le connaît depuis l'Antiquité. Son utilité était multiple, mais pas comme carburant. Le pétrole est mentionné plusieurs fois dans la Bible. Dieu avait ordonné à Noé de l'utiliser pour étancher son arche. C'est seulement au XIXe siècle qu'on découvrit que le pétrole pouvait servir de carburant. On commença alors à faire des forages et à le raffiner. L'un des produits de ce raffinage fut un gaz de pétrole très volatile, autrement dit l'essence. On a d'abord pensé que l'essence était un dérivé inutile car ces gaz étaient dangereusement inflammables. Mais on a aussi découvert que c'était une source d'énergie extrêmement puissante. Nous allons vous le démontrer avec ce mortier de feu d'artifice modifié. Je ne vous recommande pas de faire cette expérience chez vous. Rex va verser une cuillerée de poudre dans le mortier et utiliser une canette de bière comme projectile. Ça n'est pas très puissant. À présent, nous allons comparer la puissance de la poudre à celle de l'essence. Cette fois, nous l'allumons avec une bougie sur le côté. Vous voyez, l'essence produit une énergie incroyable. Il est difficile de croire qu'il ne s'agit que d'une combustion ou d'un feu très rapide et non d'une explosion. Les premiers moteurs à combustion interne étaient souvent appelés moteurs à explosion. Ce nom est vraiment plus approprié. Le grand intérêt du moteur à explosion, c'est sa puissance par rapport à sa taille et à son poids. Voici le plus petit moteur que nous ayons pu dénicher. On l'utilise pour les modèles réduits d'avions. Ce petit moteur est suffisamment puissant pour faire pivoter Rex, même si le démarrage est un peu lent. Le moteur d'une voiture moderne est extrêmement puissant. Le moindre modèle de base a 60 chevaux, c'est-à-dire l'équivalent de la puissance de 60 chevaux. Le premier moteur à explosion fut conçu par un inventeur du nom d'Étienne Lenoir en 1859. Il élimina le chaudron d'un moteur à vapeur et le modifia pour qu'il s'allume avec le gaz d'éclairage. Malheureusement, la violence des explosions avait tendance à abîmer les pistons et les soupapes et il était moins efficace que les moteurs à vapeur. Mais monsieur, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça suffit, alors. La nuit, hein.
Son moteur a pourtant inspiré d'autres inventeurs, parmi lesquels un négociant en produits alimentaires, Nicolas Otto. Herr Otto. Enchanté. Otto inventa un moteur bien plus efficace. Il eut un succès immédiat. Il en vendit plus de 35 000 pour équiper des usines et des ateliers. L'un des premiers moteurs d'Otto, fabriqués en Angleterre, fut le Hornsby Ackroyd de 1895. Il ressemble encore au moteur à vapeur. En revanche, il utilise de la paraffine, un autre produit dérivé du pétrole. On doit d'abord la chauffer pour obtenir un gaz inflammable. Il faut 2 hommes pour le faire démarrer et il ne tourne jamais à plus de 100 tours minute. À l'intérieur, les gaz sont d'abord aspirés dans le cylindre où ils sont comprimés, puis allumés et finalement expulsés. Cette séquence, admission, compression, explosion, échappement, s'appelle un cycle à 4 temps. La grande amélioration d'Otto fut la compression des gaz avant l'allumage, offrant ainsi plus de puissance au moteur. À première vue, le moteur moderne avec ses multiples cylindres est complètement différent. Mais à l'intérieur, il est pratiquement identique. Vous pouvez l'actionner, le piston descend et remonte. Le vilebrequin tourne. Voici la soupape d'échappement. Grâce à un ressort très puissant, elle reste fermée. Ici, l'arbre la pousse à s'ouvrir. Sur ce moteur, la soupape d'admission est placée à l'arrière. Cet espace rouillé tout autour contient de l'eau. C'est impératif pour refroidir la chaleur de la combustion. Tous ces équipements de base n'ont pas changé. Les moteurs d'Otto étaient beaucoup trop grands et encombrants pour une voiture. Un de ses employés, Gottlieb Daimler, inventa un moteur beaucoup plus petit en 1883. Ce moteur plus rapide utilisait de l'essence volatile comme carburant. Il était 10 fois moins lourd que le moteur d'Otto, tout en étant presque aussi puissant. Avec le moteur rapide de Daimler, le concept de la voiture devint enfin réalité. Très vite, on réalisa que les voitures pouvaient faire des choses remarquables. Mais les premiers moteurs avaient encore des défauts. Voici un Wolseley de 1902 appartenant à Jack House. Le capot avec son système de refroidissement et son radiateur abrite le moteur. Il n'est pas facile à mettre en marche, car au préalable, il faut actionner 20 commandes. On commence par où? D'abord, je branche la batterie. Ensuite, j'ouvre le robinet à essence et j'actionne le carburateur pour qu'il admette l'essence. Ensuite, il faut ouvrir les 12 burettes du système de perte totale d'huile. L'étape la plus importante, après avoir inséré la manivelle sur le côté, consiste à mettre le moteur en demi-compression. Sinon, vous risquez de vous casser le poignet. Mettez le contact, ajustez l'étrangleur et l'allumage. Et c'est parti! Il n'y a pas que le démarrage qui soit délicat. En conduisant, il faut contrôler 2 leviers pour l'essence et l'allumage. Un faux mouvement et vous calez.
Vu les normes actuelles, ce moteur n'est pas du tout économe car il consomme 20 litres au 100. Et le système de perte totale d'huile laisse une trace au sol. Depuis, les moteurs n'ont pas changé radicalement, mais leur concept a été constamment perfectionné. C'est sans aucun doute l'huile et son utilisation qui ont connu les progrès les plus importants. Sans huile, la durée de vie d'un moteur serait très courte. L'huile est admise par des trous dans les pièces à tous les paliers. Une grande quantité d'huile circule en permanence. Je peux vous le montrer en faisant un trou dans le filtre. Ça va faire des saletés. En plus de lubrifier, l'huile devient noire et sale comme ceci, car elle nettoie. Elle nettoie les déchets laissés par les gaz de combustion. Avant l'arrivée de ce détergent dans les années 40, il fallait démonter le moteur et le nettoyer après plusieurs milliers de kilomètres. Aujourd'hui, il suffit de changer l'huile et le filtre. Il vaut mieux couper le moteur. On a pu améliorer l'huile et l'essence grâce à un raffinage plus sophistiqué du pétrole. Aujourd'hui, presque tout ce que produit une raffinerie est utilisé par l'industrie automobile. En plus de l'essence et de l'huile, elle fournit les produits chimiques pour la production des plastiques, de la peinture et des caoutchoucs synthétiques, voire même du goudron pour les routes. Gasoline, liquid power to run millions of automobiles everywhere. Yet, how many know what happens to the gas after it is poured into the gas tanks, or realize the care that motor car engineers have taken to give each drop an equal chance to do its duty? Gasoline is powerful, but each drop can give a 100% account of himself only when he finds the most efficiently designed gasoline system to help him along his journey. For a successful life, every drop of gasoline depends entirely upon what happens to him after he gets in the swim. D'abord, l'essence doit être mélangée à l'air qui arrive par un grand filtre placé au-dessus du moteur. L'air est mélangé à l'essence dans le carburateur. On voit bien le principe du carburateur avec ce modèle. On utilise un aspirateur comme moteur car il aspire l'air en permanence. L'essence est aspirée et mélangée à l'air dans ce tube. Alors, on va remplacer l'essence par de l'encre rouge pour mieux voir. L'essence en soi n'est pas explosive. C'est lorsque les gaz issus de l'essence sont mélangés à de l'oxygène qu'elle le devient. On voit l'aspiration de l'essence en regardant dans un vrai carburateur. Mais les moteurs ont besoin de différentes concentrations d'essence selon les conditions de conduite. Démarrage, ralenti, accélération, etc. C'est pour cela que le Wolseley de 1902 était équipé d'un levier de mélange sur le volant. Les carburateurs modernes font ces réglages automatiquement. Ils sont donc beaucoup plus compliqués. Aujourd'hui, on a recours à un système complètement différent, l'injection. C'est très simple. Il y a une rangée de soupapes électriques, une par cylindre, qui gicle un peu d'essence dans chaque canal d'admission. La durée d'ouverture de la soupape, contrôlée par ordinateur, règle avec précision le volume d'essence injecté. Une fois que le mélange a été aspiré par le cylindre et comprimé, il est allumé. L'étincelle provient d'une haute tension traversant un espace dans la bougie et créée par la bobine reliée à la batterie. Les moteurs n'aiment pas l'humidité. En effet, l'électricité circule plus facilement dans l'eau qu'en traversant l'espace de la bougie. Je vais vous montrer.
Éteignons l'étincelle. Heureusement, l'étincelle est récupérée en utilisant un lubrifiant imperméable. C'est l'étincelle qui doit déclencher l'allumage. Mais l'essence est un mélange chimique compliqué dont certains éléments ne sont pas stables. Ils peuvent s'allumer spontanément à la chaleur et sous pression, provoquant une sorte d'explosion inégale appelée détonation ou cognement. Avec les moteurs de plus en plus puissants de ces dernières années, le cognement est devenu un problème. On peut l'éliminer en humidifiant les composants instables avec des additifs en plomb ou en raffinant les composants instables pour l'essence sans plomb. L'autre option, utilisée dans les moteurs diesel, consiste à réduire le raffinage de l'essence et à augmenter sa compression. Plus l'essence est comprimée dans le cylindre, plus elle chauffe. Elle peut chauffer au point de s'allumer spontanément sans étincelle. Nous avons bloqué le fond de ce cylindre et avons percé un trou sur le côté. Et si je mets un peu d'essence dans le trou et que j'enfonce le piston avec un marteau, cela devrait s'allumer. Si j'enlève les gaz brûlés, il restera peut-être assez d'essence pour qu'il s'allume une deuxième fois. C'est ce même principe observé avec un allume-cigare victorien qui inspira à Rudolf Diesel son premier moteur vers 1890. Diesel croyait qu'avec plus de compression, son moteur serait plus économique. A vision I have of a better future. Machines will free mankind from slavery of work. Avec une compression plus grande, le moteur était dangereux et un prototype faillit le tuer. Nearly killed me. Mais en 1895, Diesel fabriquait un moteur utilisant de l'essence bon marché 2 fois plus économique qu'aucun autre moteur de l'époque. Devenu millionnaire grâce à son invention, Diesel fit de mauvais placements et s'endetta rapidement. Il décida qu'il ne pouvait plus continuer ainsi. My God, I cannot pay this. En mai 1913, il embarqua pour l'Angleterre. I go. Goodbye. Et on ne le revit jamais. Aujourd'hui, le moteur diesel a été considérablement amélioré et il équipe de nombreuses voitures. Cet engin que Rex et moi avons fabriqué pour une série télévisée il y a quelques années a un moteur diesel. Ce moteur de Golf Volkswagen n'est guère différent d'un moteur à essence. Mais comme le pensait Diesel à l'époque, grâce à la plus grande compression, la voiture est plus économique car elle consomme moins. Ici, il fait avancer la voiture tout en activant un monte-charge hydraulique. Pour les moteurs diesel et à essence, le progrès le plus spectaculaire de ces 10 dernières années a été l'utilisation d'une électronique sophistiquée. Comparé aux premières voitures, le moteur moderne est extrêmement compliqué. Par exemple, il y a 2 ordinateurs de bord, un pour l'injection électronique, l'autre pour le régulateur automatique de vitesse. Le moteur est plus compliqué, mais il utilise chaque goutte d'essence et obtient une meilleure consommation et plus de puissance. Bien qu'il soit impossible de réparer une électronique si compliquée au bord de la route, j'ai déjà fait 130 000 km et malgré mon peu d'entretien, je n'ai jamais eu de problème. Le moteur a fait beaucoup de progrès depuis 1900. Il démarre facilement, est extrêmement puissant et il est très fiable. Mais il n'est pas encore parfait. Malgré sa puissance, il produit beaucoup de déchets. Les 4/5 de l'énergie produite par l'essence sont perdus en chaleur au travers du radiateur et des pots d'échappement. Les gaz d'échappement eux-mêmes entraînent des problèmes encore plus graves.
Il y en a beaucoup. Durant son existence, une voiture de taille moyenne dégage 4 fois son poids en émanation. Et elles sont vraiment épouvantables. Ce n'était pas un problème autant il y avait moins de voitures. If we are to realize in full the motor car's vast potential for good, we must use it and care for it wisely. The motor car has been the key to open new horizons, not for the few, but for all. And all of us share in the responsibility of safeguarding the benefits it has brought. If we plan for the future, if we look ahead to clear all obstacles and roadblocks, if we recognize the importance of this great individual freedom of movement, the motor car will be the key to our ever-widening horizons of tomorrow. If you want to sing about America, you'd better make sure you have the breath to sing with. We've been fighting air pollution, but it's time to fight harder. Help us. It's a beautiful country. Let's not get all choked up about it. Pour tenter de nettoyer les gaz d'échappement, on impose progressivement les pots catalytiques dans le monde entier. Oh, Dad! Dad, it smells all funny! Dad, stop! Des rapports publiés aux États-Unis suggèrent que dans la pratique, les pots catalytiques n'éliminent que 30% des gaz toxiques, car le moteur doit être bien entretenu pour que ces pots marchent correctement. Oh, not to worry, Sir Charles, with the catalytic are very common these days. I'll just adjust this screw and then that'll be all right. Même lorsqu'ils marchent bien, ils ne font que convertir les gaz en oxyde de carbone, le gaz responsable de l'effet de serre. Boil, Dad! Nothing for it. We'll have to go electric. It's the only way to be really green. Les voitures électriques ne sont pas parfaites non plus. L'électricité utilisée pour charger les batteries ne fait que transférer la pollution aux centrales. Ah, je ne crois pas qu'il existe une voiture parfaitement écologique. À vrai dire, le moteur est victime de son propre succès. Malgré ses épouvantables émanations, la voiture et toutes les autres machines sont une source de puissance si fiable et si importante qu'elles sont vraiment indispensables. Le moteur est si essentiel à notre mode de vie moderne qu'il en a presque acquis un caractère religieux.